Joséphine de Beauharnais a été le grand amour de Napoléon. Cette femme au pied de laquelle le plus grand stratège militaire du 19e siècle a déposé son cœur a de multiples facettes. Elle était une mondaine très à l'aise en société, une séductrice, une médiatrice, une incarnation du pouvoir. Si Napoléon l'a sacrifiée sur l'autel de ses ambitions, c'est seulement parce qu'elle ne pouvait pas lui donner un héritier. Ce que l'on sait moins, c'est que Joséphine de Beauharnais a aussi été une figure de la franc-maçonnerie sous l'Empire, à une époque où cette société discrète semble devenir bonapartiste par la volonté de l'empereur. Laissez-moi vous raconter les origines de la franc-maçonnerie et des liens qui l'unissent au pouvoir à l'occasion de la sortie du roman La Clé et la Croix d'Éric Giacometti et de Jacques Ravenne, paru aux éditions J.C. Lattès. Je suis Virginie Giraud et je serai votre vénérable guide au cœur de l'histoire, un podcast écrit par Europe 1 Studio. Joséphine de Beauharnais et la franc-maçonnerie. Nous sommes le 2 octobre 1805. L'empereur Napoléon et l'impératrice Joséphine entrent à Strasbourg. Ils sont accueillis à la porte de Saverne par une foule en liesse. Napoléon ne fait que passer dans cette ville. Quelques jours plus tôt, l'Autriche a attaqué la Bavière et ses troupes menaceront bientôt son empire. L'Autriche a rejoint la 3e coalition contre la France qui compte notamment l'Angleterre et la Russie. Napoléon s'apprête à mener une série de batailles vers l'Est. Dans quelques semaines, il prendra Vienne. Le 2 décembre, il connaîtra une victoire éclatante à Austerlitz. L'Empire avance vers son apogée. Alors que le Corse est sur le champ de bataille, Joséphine représente la continuité du pouvoir en France. On sait par le Journal de l'Empire, l'organe de presse officiel du régime, que l'impératrice passe l'hiver à Strasbourg. Pendant ce séjour, elle reçoit 80 jeunes filles issues des plus illustres familles de la ville. Elle dîne avec des hommes politiques ou des souverains, comme le prince électeur de Bade, mais l'heure étant à la guerre, elle n'organise aucune fête. Elle assiste néanmoins, et c'est bien naturel, aux messes données en l'honneur des victoires de son époux. Mais il y a une chose que le Journal de l'Empire ne dit pas. Un événement qui doit rester discret. Ici, à Strasbourg, l'impératrice est initiée au mystère de la franc-maçonnerie dans une loge d'adoption tenue par les francs chevaliers de l'Orient de Paris. La voilà apprentie, mais Joséphine ne sera pas n'importe quelle sœur. Elle connaît la maçonnerie depuis longtemps et elle y entre avec la bénédiction de Napoléon. Joséphine aura pour mission de développer la maçonnerie d'adoption, c'est-à-dire des loges féminines, bonapartistes bien sûr, dont le rôle social sera essentiellement axé sur la charité. C'est un objectif difficile à atteindre dans un contexte de renaissance de la franc-maçonnerie après la Révolution, à une époque où les femmes ne sont pas les bienvenues dans les temples. La franc-maçonnerie, aujourd'hui, elle fait encore couler beaucoup d'encre. On lui prête parfois une immense influence et des cérémonies secrètes terrifiantes. La réalité est bien plus simple et moins occulte. La franc-maçonnerie n'a jamais été une société secrète. C'est seulement une société discrète. On peut découvrir ses fameux secrets en ligne en quelques clics et toute son histoire sur les sites des différentes obédiences, c'est-à-dire des groupements de loges comme le Grand Orient ou la Grande Loge de France. L'histoire de la maçonnerie, selon les archives les plus anciennes, semble remonter au XVIIIe siècle. Elle se distingue de la maçonnerie opérative, c'est-à-dire les constructeurs de cathédrales, voire de pyramides, mais elle en reprend les symboles comme l'équerre et le compas. Elle intègre aussi l'idée du compagnonnage à travers l'initiation. Elle est donc spéculative, comme le disent les francs-maçons, tournée vers la connaissance, le savoir qui, d'une certaine manière, rapprocherait du divin. La maçonnerie est en réalité, à l'époque, une affaire d'aristocrates et de grands bourgeois soucieux d'apporter leur pierre à l'édifice d'une société plus moderne. La franc-maçonnerie, société discrète donc, naît apparemment dans les années 1710-1720 en Angleterre. La Grande Loge de Londres réunit les caractéristiques que l'on trouvera ensuite dans toutes les obédiences. Ces groupes sont constitués par des membres permanents. Ils revendiquent une tradition liée au métier de maçon. Les réunions possèdent une dimension spirituelle avec leurs rites et leurs secrets. Il s'agit en fait de groupes de réflexion sur la société, mais aussi sur les symboles qui permettent de s'améliorer en tant qu'individu et de faire groupe. C'est un mode de sociabilité élitiste et assez masculin.
Très rapidement, les loges fédèrent des personnes qui font carrière dans le même domaine puisqu'on y entre par cooptation. Il existe notamment des loges militaires, comme celles que fréquenteront Choderlos de Laclos, l'auteur des Liaisons dangereuses, et Alexandre de Beauharnais, le futur mari de l'impératrice Joséphine. J'y reviendrai, mais pas tout de suite. Pour comprendre la maçonnerie, il faut faire les choses dans l'ordre, comme dans un rite initiatique. Donc, j'étais sur le point de vous raconter comment la maçonnerie arrive en France. La Grande Loge de Paris est fondée par le duc Philippe de Wharton, qui, comme son nom l'indique, est d'origine anglaise. Sa loge est reconnue par la Grande Loge de Londres en 1732, 4 ans après son ouverture. Pendant cet intervalle, d'autres loges sont apparues à Paris et en province. La Grande Loge de Paris devient en quelque sorte leur mère, c'est ce qu'on appelle une obédience. À la veille de la Révolution, la maçonnerie française compte plusieurs dizaines de milliers de membres, essentiellement des aristocrates et des bourgeois imprégnés par la philosophie des Lumières. Les maçons du XIXe siècle, largement aussi misogynes que leur époque, ont considéré que les femmes étaient tenues éloignées de ces cercles philosophiques dès les origines. Cette croyance vient du fait que la Constitution d'Anderson de 1723, qui fixait les règles de la maçonnerie, excluait d'emblée les hommes de mauvaise réputation, les esclaves et bien sûr les femmes. Mais la recherche plus récente qui se base sur les archives nuance ce propos. En France, il existe au XVIIIe siècle des loges mixtes et des loges féminines. En 1773, une nouvelle obédience apparaît, le Grand Orient, sans doute la plus célèbre aujourd'hui en France. Cette obédience se donne pour mission d'organiser et d'encadrer la maçonnerie dans le pays. Et le géo ne se voulait pas mixte. À partir de 1774, les sœurs, c'est-à-dire les femmes initiées, sont donc placées sous la tutelle de leurs frères. Comme l'écrit l'historienne Françoise Gaspard, les francs-maçonnes devront désormais être souchés. Ça signifie que leurs loges d'adoption, entendez loges de seconde zone, devront être rattachées à une loge mère masculine dont elles porteront le nom. Les tenues, les réunions, devront toutes se dérouler en présence d'un vénérable, d'un chef si vous voulez, venant d'une loge masculine. Il y a une véritable volonté de mettre les sœurs sous tutelle et au second plan, même si elles peuvent diriger des travaux et participer au recrutement. Les hommes voulaient faire de la maçonnerie féminine des clubs de dames patronesses. À eux la politique et les réflexions sociétales, à elles les œuvres de charité. Et pourtant, ces loges d'adoption sont fréquentées par des dames de premier plan. Il semble que Marie-Thérèse d'Orléans, duchesse de Bourbon, ait été la première à accéder au grade de grande maîtresse des loges d'adoption. C'est alors que la duchesse exerce sa charge, en 1779, que Marie-Joseph Rose Taché de la Pagerie, notre future Joséphine, débarque de sa Martinique natale. À 16 ans, c'est une brune ravissante et charmeuse, bien qu'elle ait déjà les dents gâtées par les cannes à sucre qu'elle a passé son enfance à mâchonner. Mais comment faire autrement quand on a un père producteur de sucre ? Joséphine épouse Alexandre de Beauharnais cette année-là. Les Beauharnais ont eux-mêmes des attaches en Martinique, mais Alexandre est arrivé très jeune en France pour faire ses études et lancer sa carrière d'officier. Il n'a pas du tout le même caractère que son épouse, et le couple s'entend très mal. Pourtant, Joséphine est très sociable. Elle se sent vite comme un poisson dans l'eau au sein de cette famille ambitieuse, dont plusieurs membres, hommes et femmes, sont initiés. Il n'est pas impossible que les agapes de la loge de la Triple Lumière, celle de son mari, aient eu lieu chez elle de temps en temps. La maçonnerie prône la fraternité, et ce n'est pas un vain mot entre les frères et les sœurs. Le réseau maçonnique de son mari permet à Joséphine de faire de nombreuses connaissances dans la haute aristocratie et parmi la fine fleur de la bourgeoisie parisienne. Des amitiés qui s'avéreront utiles pendant la tempête de la Révolution française. Comme les loges sont majoritairement fréquentées par des aristocrates, elles deviennent et ont été un maçon sans tablier, c'est-à-dire une sorte de frère non initié, mais un profane qui veut avoir la main sur la maçonnerie pour soutenir son pouvoir et s'assurer qu'elle ne lui nuira pas. La maçonnerie impériale, c'est-à-dire largement bonapartiste, contribue à diffuser les idées de la philosophie des Lumières. En 1804, au tout début de l'Empire,
Napoléon contraint tous les maçons de France à faire partie de la même obédience, le Grand Orient, pour ce qui concerne les 3 premiers degrés de l'initiation, en sachant qu'il y en a 33 dans le rite écossais ancien et accepté. Mais à ce moment-là, le rite français se développe et devient majoritaire. Ce rite comporte beaucoup moins de grades que le rite écossais. À ce moment-là, les femmes, comme je vous le disais tout à l'heure, n'ont accès qu'aux loges d'adoption. Joséphine devient donc la représentante de l'empereur dans la maçonnerie féminine. Lors de l'hiver passé à Strasbourg en 1805, elle est enfin initiée à la maçonnerie dans la loge d'adoption des Francs Chevaliers de l'Orient de Paris, une loge qui dépend plus que probablement du Géo. Pendant tout l'Empire, de nombreuses loges vont être fondées en hommage au couple impérial. Il y a par exemple une loge Sainte-Joséphine à l'Orient de Paris, une loge Géséphine à l'Orient de Milan, une loge Saint-Napoléon ou encore une loge impériale des Francs Chevaliers. L'impératrice s'implique suffisamment pour monter rapidement en grade et être vénérable maîtresse. Sur certaines lettres de sa correspondance, on peut voir 3 points à côté de sa signature dont le but est d'informer son destinataire qu'elle est sœur. Mais son rôle n'est pas vraiment diplomatique. Il consiste plutôt en développer les sociabilités féminines au sein des loges et de pousser les femmes à s'engager dans les œuvres de charité. Il semblerait que ces efforts n'aient pas été payants. En 1808, les loges d'adoption sont interdites. Il n'y a plus, ou presque plus, de femmes en maçonnerie. Le 19e siècle est le siècle le plus misogyne de l'histoire. La franc-maçonnerie n'y échappe pas. On a renvoyé les femmes en cuisine ou au bordel. Alors pourquoi viendraient-elles plancher en loge ? C'est bien dommage, car une partie des grandes idées défendues par la Troisième République seraient nées et auraient été portées par cette société discrète. Néanmoins, certains frères plus ouverts que d'autres ont estimé qu'on ne pouvait pas réfléchir à l'amélioration de la société en se coupant de la moitié de ses membres. C'est ainsi que naît le droit humain en 1893, la première obédience mixte de France. Le Grand Orient fait alors figure d'obédience conservatrice et s'oppose à l'initiation des femmes en son sein. Il faut attendre 2008 pour que 5 loges pionnières du Géo désobéissent et initient des femmes. Mis devant le fait accompli, le Géo s'ouvre officiellement aux femmes en 2010. On m'a souvent raconté, je ne sais pas si c'est vrai mais j'ai entendu cette histoire plusieurs fois, que le Géo avait dû se poser la question de l'ouverture de ses loges aux femmes après la transition de genre d'un frère qui était devenu une sœur. C'est une anecdote qui se murmure discrètement, ce qui tombe sous le sens pour une société discrète. Si vous voulez plonger dans les arcanes de la franc-maçonnerie au temps de Napoléon, je vous invite à lire le roman La Clé et la Croix d'Éric Giacometti et de Jacques Ravenne, paru aux éditions J.C. Lattès. Et pour en savoir plus, Éric Giacometti et Jacques Ravenne viendront nous parler en interview au cœur de l'histoire de la franc-maçonnerie. On vous révélera peut-être tous ces mystères. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la rédaction et la diffusion, Nathan Laporte. À la coordination des partenariats, Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours sur l'application d'Europe 1 ou sur votre plateforme préférée et tous les week-ends à 15h sur l'antenne. À très bientôt.